Hello les petits choux, je vous retrouve de nouveau cette fois-ci, mais pour un bilan lecture des 15 derniers jours, puisque je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Je vous quittais donc début septembre avec Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. Donc mon avis n'est pas autant emballé que la plupart des lecteurs ou lectrices qui l'ont lu, qui ont eu un coup de cœur. Moi je suis sortie un peu mitigée. Pourquoi? Simplement parce que je n'ai pas été prise par l'histoire d'amour entre Eleanor et Park. J'ai trouvé qu'ils avaient des comportements peut-être trop pudiques à mon goût, trop discrets, et ce qui fait que je suis vraiment restée en retrait de leur histoire. Alors, c'est des gens, notamment Eleanor, qui souffrent énormément dans sa vie, puisqu'elle a une situation familiale qui n'est pas des plus roses. Elle est mal dans sa peau, elle est rousse, elle a des rondeurs. Ça, c'est un aspect que j'ai bien aimé dans le livre, d'avoir une nana qui est hors norme, on va dire, par rapport à ce qu'on trouve régulièrement dans les bouquins, et qui reflète également un peu la réalité de la société d'aujourd'hui, où toutes les filles ne sont pas toutes des super canons qui ont le monde à leurs pieds. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, parce que pour les nanas de 16, 17, 18 ans ou un peu plus jeunes qui le liront, je pense que ça peut leur donner du courage et la force de se dire qu'elles peuvent quand même réussir et les aider à décomplexer. Autrement, au niveau de l'histoire d'amour, voilà, Eleanor, c'est quelqu'un qui a tendance à faire un pas devant, trois pas derrière, et du coup, elle est très vite susceptible quand même, et elle a tendance un peu à fuir dès que Park, qui est très très aimant pourtant envers elle, lui manifeste des émotions, des sentiments ou des compliments. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu gâché mon plaisir. Cela dit, au niveau de l'écriture, c'est bien écrit, on est vite pris dedans, c'est une narration alternée, donc on a régulièrement le point de vue d'Eleanor et de Park, pas forcément par chapitre, mais tout au long de la lecture, donc ça peut être un paragraphe, plusieurs pages, et on alterne comme ça les regards sur l'un et sur l'autre. L'histoire se passe principalement, on va dire, dans le bus, en tout cas leur début d'amour se passe là-dedans. On va dire qu'ils se sont trouvés par rapport à leur passion pour les comics et le rock. Et en fait, j'ai trouvé justement au niveau de leur discussion que ça tournait beaucoup autour de ça et pas assez. Il n'y avait pas beaucoup de révélations vraiment personnelles, profondes, et c'est vraiment ce qui m'a manqué. Voilà, sinon au niveau des personnages secondaires, ils sont bien décrits. Je trouve que l'auteur a fait une bonne peinture des années 80 des États-Unis, dans un quartier qui est assez pauvre, même s'il y a quelques maisons riches ou bien aisées comme celle de Park. J'ai trouvé que c'était une bonne caricature, un bon reflet. Il y a beaucoup de références, honnêtement j'ai compris même pas la moitié, parce que la moitié des choses je connaissais pas, et je pense qu'il faut vraiment être américain et des années 80 pour les saisir. Voilà, donc avis plutôt partagé pour Eleanor and Park. Ensuite, j'ai lu Si je t'aime, prends garde à toi de Céline Mancelon. Donc c'était aux éditions Sharon Kenna, il me semble. Une romance vraiment bien sympathique, très fraîche. Il y a beaucoup d'humour. En fait, on rencontre deux meilleurs amis qui vivent ensemble en colocation. En fait, ils sont fous amoureux l'un de l'autre, mais aucun des deux n'ose faire le premier pas parce qu'ils sont amis depuis leur enfance et ils ont peur de gâcher cette amitié. Donc du coup, en fait, ça amène à des quiproquos assez rigolos, assez cocasses, du genre, lui, il fait tout pour faire foirer les plans de la jeune nana, elle essaye de l'espionner quand il a aussi un rendez-vous galant, etc. Et c'est super marrant. C'est un livre qui fait à peu près 170 pages, ça se lit très vite, il y a beaucoup de dialogues. On se marre aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. J'ai oublié leur nom, je crois que c'est Jason et Anne. Anne, ouais. Et du coup, voilà, c'est un bon moment de fraîcheur, d'humour, donc n'hésitez pas, par contre celui-là je vous le conseille absolument. Si vous avez envie de vous faire une petite romance contemporaine bien sympathique et française. Ensuite, j'ai lu L'Assassin Royal, le tome 9, donc Les Secrets de Castle Serre de Robin Hobb en lecture commune avec Ingrid. Et on a eu un peu de mal, ce qui est rare parce qu'en général Robin Hobb ça coule de source, mais là il y avait très peu d'action. Je pense que par rapport à ce qu'on a lu dans le tome 7 et 8, on s'attendait vraiment à ce que ça démarre au quart de tour et qu'on trouve un peu le même rythme péchu des premiers tomes. Et en fait là, il y avait très peu d'action, il y avait beaucoup de révélations, voilà. En fait, on découvre que Fitz va se retrouver vraiment dans des situations très compliquées, que ce soit au niveau de sa vie privée, au niveau de l'éducation de son fils adoptif qui commence à lui poser souci. Umbré commence à vieillir et commence à avoir des doutes et se poser beaucoup de questions et devenir même enquiquinant.
Et au niveau du royaume, il y a pas mal de choses. Il y a le mariage de devoir avec la princesse la Narcheska de Outre-Terre, qui est une gamine de 11 ans, mais qui a un sacré caractère. Donc pour ceux qui ont lu Les Aventuriers de la mer, elle me fait penser à Malta, au niveau caractère un peu peste. Malgré tout, elle sait ce qu'elle veut et elle cache quelque chose qui nous a beaucoup intrigués. Donc ça, je pense qu'on en saura un peu plus dans le tome 10. Il y a aussi les marchands de Terrillville qui débarquent à aussi duché à Kesselser pour demander de l'aide à Ketriken concernant leur guerre contre Chelsed, qui demande de l'aide pour aider donc Tintaglia, donc un des personnages créatures qui se révèlent à la fin des Aventuriers de la mer. Et on a d'un autre côté le fou qui fait tomber les masques grâce à l'arrivée d'un de ses amis de Terrillville, et on découvre enfin qui il est réellement. Donc ça fait beaucoup de choses, c'est clair. Donc là-dessus, c'est quand même bien. Moi, ce que j'ai vraiment préféré, c'était les passages dès que Terrillville est arrivé, donc c'est vraiment vers la fin. Ça m'a fait un bien fou de revoir Jack, d'avoir des nouvelles en fait des habitants de Terrillville, des habitants de la famille, enfin des membres de la famille Vestrit, de savoir un peu où en étaient tous ces personnages qu'on a suivis pendant 9 tomes. Cependant, je trouve que c'est vraiment dommage parce que Robin Hobb là-dessus, elle spoil carrément. Donc si vous n'avez pas lu le cycle des Aventuriers de la mer entre le tome 6 et 7 de l'Assassin Royal, vous allez savoir tout ce qui se passe dans ce cycle et surtout la fin des Aventuriers. Et ça, c'est bien dommage parce que c'est tellement agréable de découvrir leurs aventures au fur et à mesure et de savoir quels liens ils vont avoir entre eux, etc., que ça gâche du plaisir automatiquement. Donc moi, je ne regrette pas de les avoir lus parce que je me suis régalée de retrouver ces personnages et de retrouver voilà, Jack, Ambre et Selden. J'ai un truc de noir. Le petit de la famille Vestrit. On s'est décidé de faire une petite pause avant d'attaquer le tome 10 parce qu'on sent qu'on va encore rester un petit moment à Kesselser. Donc voilà, on fait 2-3 autres lectures entre deux et puis on reviendra, je pense, peut-être d'ici la semaine prochaine au tome 10. Ensuite, j'ai lu donc Unbreak Me 3 de Lexi Ryan. Donc à la base c'est une nouvelle. C'est la nouvelle 2,5 de la saga Unbreak Me New Hope en VO. Mais Hugo Roman l'a édité comme 3e tome. Donc en fait c'est un tome indépendant. Ça raconte l'histoire de Callie et William quand ils se sont rencontrés 7 ans avant les événements du tome 2 en France, en version française. Donc on peut lire vraiment avant, après avoir lu le tome 2, ça n'a aucune incidence, puisque voilà, c'est vraiment leur début d'histoire, ils ont 16 ans, et on découvre comment ils se rencontrent et comment ils sont amoureux l'un de l'autre. Donc c'est mignon, j'ai bien aimé les personnages, je pense que je vais lire très bientôt le tome 2 pour connaître la suite justement de leur histoire, quand ils se retrouvent 7 ans après, et c'était bien sympathique. Voilà, entre ce garçon William qui est un peu le playboy de l'école, le quarterback sportif, il est intelligent, il a une éducation sans reproche, il a un passé un peu lourd, et Callie qui, elle, est une nana qui est rêveuse, qui aime bien passer ses soirées à regarder les étoiles, et puis en fin de compte qui va se faire embêter complètement par un camarade de classe qui va essayer de lui faire une sale réputation. Et en fait William va passer au-delà de ça, puisqu'il est quand même amoureux de la jeune fille depuis longtemps, et voilà, on découvre vraiment leur petite histoire d'amour adolescente, et c'est tout mignon. Ensuite j'ai lu, gros coup de cœur, ouais, je vérifie, donc j'ai lu Insatiable, donc le tome 2 de l'Indécise de S.C. Stephens, aux éditions toujours Hugo Roman, puisqu'en fait je suis en train de faire ma découverte de cette maison d'édition au niveau de leur collection de New Romance, et pour l'instant j'avoue que j'adore tous leurs livres, sauf Beautiful Bastard que j'avais lu il y a un an et qui m'avait pas plu, mais tous les derniers livres que j'ai lus c'est des superbes découvertes, et Indécise c'est une grosse saga coup de cœur. J'ai enchaîné les 2 tomes, je suis pas du tout déçue de ce choix-là, je me suis régalée. Donc je vous avais parlé d'Indécise dans la dernière vidéo, donc je reviendrai pas là-dessus. Là on retrouve donc Kélan et Kira dans leur nouvelle vie. Ils essayent d'apprendre à vivre
leur relation, en oubliant un peu ce qui s'est passé auparavant, mais c'est compliqué, et Kélan, qui fait partie d'un groupe de musique, va partir en tournée, accompagner un grand groupe de musique pour faire leur deuxième ou troisième partie de concert. Donc ils vont être éloignés pendant 6 mois, et de là, on va voir l'évolution de leur couple par rapport à leurs craintes, leurs doutes. Est-ce qu'ils peuvent se faire confiance en ayant commencé une relation dans le mensonge, l'infidélité et la trahison? Est-ce qu'ils s'aiment suffisamment pour pouvoir apprendre à vivre éloignés l'un de l'autre? Voilà, donc ça c'est un peu le pitch, et je me suis régalée parce qu'on passe encore par tout un panel d'émotions. Je fonds complètement pour Kélan. C'est un mec que je trouve vraiment adorable, charmant, sexy, attentionné. Voilà, même s'il a encore un peu ses mensonges, son jardin secret, il est très 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 attentionné, et tout ce qu'il fait pour Kira. Mais j'étais super émue en fait. Il y a des passages qui sont très très émouvants, j'avais les larmes aux yeux, c'était trop chou. Et il y a d'autres passages où on est pris dans une tempête, on est révolté, on a des doutes aussi. On se rend compte qu'il y a des preuves qu'on a sous les yeux, mais est-ce qu'elles sont bien interprétées ou pas, on ne sait pas trop, donc on se met à douter de la relation entre les deux personnages. Kira, de son côté, il se passe quelque chose à Seattle, et elle va pas vouloir l'avouer tout de suite à Kélan, donc ça va encore faire des histoires à cause de non-dit. Et voilà, enfin je ne vais pas tout vous dire, parce que je pense que je pourrais vous parler un moment de ce livre, mais je ne vais pas trop en dévoiler vu qu'il s'agit d'une suite. Donc voilà, je m'arrêterai là. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de lire cette saga, foncez. Vraiment, moi je le répète, j'avais des incertitudes quand j'ai commencé, parce que Indécise, c'est clairement un triangle amoureux, et j'avais pas envie de me prendre la tête avec une nana qui savait pas choisir entre deux mecs. Mais finalement, tout est bien abordé. On comprend Kira dans la difficulté de ses choix. Et voilà, on vibre avec ce garçon rocker, musicien, et c'est génial. Donc allez-y, vraiment. Ensuite, j'ai lu, on en arrive à ma lecture, oui, que j'ai terminée hier matin. Je vais juste vérifier pour pas vous dire de bêtises quand même, au cas où j'ai oublié un livre entre deux. Donc, ouais, hier j'ai lu Go to Hell de Oksana Hop. Donc c'est un livre que moi j'avais acheté en e-book aux éditions Nergal. Aujourd'hui il est réédité chez J'ai lu, donc avec un retravail du texte. Voilà, donc moi j'ai lu en e-book dans l'ancienne version. C'est de l'urban fantasy. En fait, on a un prologue qui nous montre une nana qui lance un sort contre quelqu'un pour le tuer. Et ensuite, on attaque dans le tome 1 avec cette fille, Cassie, qui arrive dans une nouvelle ville, qui essaie de s'intégrer. Elle a 18 ans, elle intègre sa nouvelle fac. Apparemment, c'est une nana qui n'est pas comme toutes les autres. On découvre qu'elle a une force surhumaine, et elle va avoir un béguin pour son prof de philo qui s'appelle Damien, et qui n'est pas non plus comme les autres. Il semble qu'il ait un sixième sens assez développé. Et voilà, donc Damien a un frère qui s'appelle Seven, et en fait l'auteur l'affirme dès le début, c'est-à-dire qu'elle est fan de Jensen Ackles, l'acteur de Supernatural, qui joue Dean. Et en fait, elle s'est carrément inspirée de la série pour écrire son histoire, donc on retrouve vraiment beaucoup de liens entre les deux frères de la série et les deux frères du livre. C'est assez rigolo, ça va, comme je l'ai lu avec Gilwen, donc comme elle me l'a fait remarquer, ça va jusqu'au comment on dit, aux initiales des prénoms, Dean et Damien et Seven, Dean et Sam, donc c'est assez amusant. Il y a des petits liens, on retrouve un peu le côté voiture, le whisky, l'alcool, les cils, et c'est assez rigolo au niveau des caractères aussi, et des trois ressemblances. Donc j'en dis pas plus à ce niveau-là, mais donc pour finir, en fait, il s'avère que ces deux frères sont des chasseurs, et qui sont là pour tuer des créatures. Voilà, on ne sait pas vraiment l'objet de leur quête, il y a pas mal de choses qui restent floues dans cette lecture. C'est dommage, parce que voilà, il y a des choses qui sont passées trop rapidement. Sinon, j'ai bien aimé l'univers en général. Ça se lit très très vite, il y a 300 pages, mais franchement les chapitres, on les mange très rapidement. On a envie d'en savoir toujours plus, seulement j'ai vraiment un goût d'inachevé, parce que on n'a aucune réponse à nos questions. On ne sait pas qui est Cassie, on ne sait pas qui est la nana du prologue qui jette un sort, on ne sait pas quelle est la mission des deux frères. On ne sait pas pourquoi Cassie et Damien sont autant attirés l'un par l'autre.
Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, je pense, qui seront développées dans le tome 2. Donc voilà, j'ai voulu me le reprendre en e-book, mais il n'est plus édité. Donc il va falloir que j'attende la sortie en édition J'ai lu. Même si au début je suis pas vraiment emballée pour lire la suite, j'ai quand même envie d'avoir les réponses, donc je guetterai quand même la sortie. Voilà. En ce moment, donc, je lis. Alors, pour rester dans l'univers des aventures de la mer, je lis le tome 2 de la BD, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous montre un ou deux une ou deux planches. Je trouve que les dessins sont vraiment super beaux, des belles couleurs, des jolis dessins, c'est clair, c'est vraiment, moi je trouve que c'est le genre de BD qui me plaît, j'en lis pas des masses, mais ça m'attire vraiment l'œil et ça me détend complètement. Et puis même au niveau voilà, de l'interface, c'est assez joli, on a toute la famille Weststreet qui est dessinée sur fond de Villeneuve. Voilà, et donc pour ceux qui suivent la série papier, ce tome-là se penche surtout sur Yémin, donc le petit frère qui voulait être prêtre, qui se retrouve à être second, matelot, on va dire, sur le bateau de son père. Et on découvre aussi le trou de mémoire, Kénit, je crois. J'ai un trou de mémoire. Oh là là. Je crois que c'est Kénit, mais... Non, mais... Kénit, ouais. Oh, je savais plus si c'était Kénit ou Kinet, hein, c'est pas grave. Donc ça, c'est bien parce que Kénit, c'est un peu le roi des voleurs, c'est un capitaine qui est égoïste, qui en a rien à faire des gens, mais en fin de compte, tout ce qu'il fait, il a de la chance parce que tout ce qu'il entreprend, c'est bien pris par le peuple, et du coup, il avance, il fait son petit chemin, et au final, bon, pour avoir lu les livres, je trouve que c'est un personnage très attachant, donc voilà. Je lis également donc, Obsession de Catherine Calangula, et là on fait hurrah parce que ça fait des années qu'il est dans un pile à lire, que du coup je le sors pour le défi de Book Quest Challenge fantastique, et ça validera également une de mes lettres du ABC Imaginaire qui est organisée par Petite Troll. Donc pour l'instant j'ai lu 73 pages, je trouve ça bien sympathique, c'est assez happant comme histoire, on a 7 danseuses à New York, donc j'aime beaucoup l'univers. Bon, j'écoute ça sur musique de Tchaïkovski, donc ça va bien. Et en fait, apparemment, elle a un fantôme qui la suit et qui serait amoureux d'elle. Et voilà, c'est pas trop flippant, mais il y a quand même des événements surnaturels qui se passent et à voir par la suite, mais très très agréable. Pour une première lecture, pour moi, dans le milieu de la danse, j'apprécie beaucoup. Ensuite, donc pour le Book Quest Challenge Fantasy, j'ai commencé Martyr, donc le livre 1 d'Olivier Perru. J'ai pas lu grand chose, j'ai lu 43 pages. Le livre est joli, magnifique avec la carte. J'aurai l'occasion de vous en parler, je pense qu'il va traîner un peu dans mon rythme de lecture parce que le problème c'est que c'est écrit pour moi très dense et j'ai du mal du coup à me mettre dedans. Donc voilà, je lis doucement. Là, je me suis dit que j'allais essayer de lire un chapitre par jour pour me plonger dedans et puis voir peut-être qu'au bout de 3-4 chapitres, je serai vraiment à fond et là, j'arriverai plus à le lâcher. Pour l'instant, de ce que j'ai pu lire, c'est très bien écrit. Olivier Perru, il a une superbe plume, il a des termes travaillés, un bon langage, un bon vocabulaire, et puis il arrive tout de suite à nous mettre dans une ambiance sombre, comme il aime les décrire, comme dans Druid. Ensuite, j'ai pas trop prévu mes lectures, j'aimerais vraiment m'attaquer à ça. Mais sinon, ce week-end, il y a un marathon Time to Wed, donc chez les Bouquinas, le groupe dans lequel je suis, et du coup on commence le jeudi soir je crois jusqu'au lundi, donc j'ai prévu de lire Martyr et j'aimerais également lire Kaamelott, le tome 1, deuxième partie d'Alexandre Astier. Donc c'est tout simplement la reprise des sketchs de la série qui sont écrites, et voilà, je sais que je passerai un bon moment, ça me fera un livre en moins dans ma pile à lire, et c'est façon théâtre, donc voilà, c'est mes lectures de prévues. Et si je peux... peut-être que je lirai également Easy de Tamara Weber, que j'ai commencé une nuit là, quand j'ai une insomnie, et j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine, de belles lectures. J'en profite également pour les Lyonnais pour vous rappeler que ce week-end se déroule le Salon du Vampire à Lyon. Donc n'hésitez pas, il y a plusieurs auteurs d'invités comme Marie Kegelman, Morgane Possarieux, Licam,
et Marie-Jane Debat, je crois, je sais plus ce que c'est son prénom. Entre autres, toutes les informations sont sur le site de salonduvampire. Quelque chose, fr.org, je sais pas, je vous mettrai, si j'y pense, le lien en barre d'infos. Et je vous dis à une prochaine pour une future vidéo. Bye!